Mon histoire, c'est d'avoir fait un double cursus de droit français et droit allemand à l'université de Paris X Nanterre. C'est un cursus qui permettait d'aller étudier une année en Allemagne. Je suis allé étudier un an à l'université Goethe de Francfort, sur le Main. Et à la fin de cette année, à l'époque, il fallait encore faire son service militaire et j'ai choisi la formule de CSNE, donc les nouveaux VIE. Et j'ai été recruté au sein de la représentation française de Ernst & Young en Allemagne, à Francfort. Donc je suis resté en Allemagne dans la continuité de ma dernière année d'études. Et à la suite des 16 mois de service civil en entreprise, j'ai été recruté par Ernst & Young Allemagne pour travailler au sein de la représentation française. Et puis au bout de 5 années, j'avais toujours pas le titre d'avocat, donc je suis revenu en France pour passer le concours d'entrée à l'école des avocats, devenir avocat. Et au moment de revenir en France, le choix s'est fait soit de rentrer à Paris, soit de venir à Lyon, et on m'a proposé une place dans l'équipe de mobilité internationale du cabinet d'avocats à Lyon. Donc la mobilité internationale, c'est nécessairement un passage de frontières. Donc c'est accompagner les entreprises et surtout leurs salariés lorsqu'il y a des projets professionnels hors de France, mais c'est aussi l'accueil des salariés étrangers en France sur les aspects juridiques et fiscaux. L'interaction culturelle sur le technique est beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Et si on veut être un bon avocat et donner des bons conseils, finalement c'est presque aussi important la manière dont on va présenter la réponse technique que la réponse technique elle-même. Et là où on commence à avoir une bonne expérience très utile pour son client, c'est quand on est capable d'expliquer à chacun, et le salarié étranger qui vient en France et le manager français, pourquoi l'autre comprend différemment la règle ou quelle est son interprétation. De même, les centres d'intérêt ou les inquiétudes ne sont pas les mêmes. Le salarié français, à qui on demande de partir hors de France pour travailler en Chine pendant 3 ans ou en Allemagne, va être très inquiet sur ses droits à retraite futurs. C'est une question qui est beaucoup moins importante pour d'autres nationalités. Les anglo-saxons évidemment, mais même chez les Allemands, la question de la protection pour la retraite ou du chômage sont moins importantes que finalement l'environnement de travail ou d'une manière plus générale, les relations hiérarchiques. Voilà. Le français va être très concentré sur sa protection sociale au sens large. De même, dans les autres cultures, en matière de droit du travail, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance de qui on est le salarié. Pour un salarié français, c'est très important de savoir qui est son employeur, avec qui il a un contrat de travail. On voit des groupes étrangers qui cherchent à faire systématiquement localiser le salarié dans le pays étranger en lui faisant signer un contrat de travail local. C'est vrai que les salariés français ont une grosse crainte par rapport à ça. Donc l'interculturel, en fait, sert à expliquer et à aller directement sur la problématique technique qui est importante pour la personne. Comme je connais bien l'interculturel allemand, ça me permet de leur expliquer ce qui, dans le système français, est proche du système allemand, et puis les éléments qui sont très différents. On a, pour simplifier, une approche en Allemagne qui est que les salariés ont des salaires plutôt en brut plus importants, ils payent assez peu de charges sociales pour leur protection, mais ils vont payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc il y a une espèce de logique entre le brut qui est plus élevé, des charges sociales plus faibles et un gros impôt sur le revenu. En France, la logique est différente. On paye beaucoup de charges sociales, mais on peut déduire les charges sociales quand on fait le calcul d'impôt, et l'impôt est beaucoup plus faible. Et donc, en fait, c'est vraiment cette logique-là qu'il faut leur expliquer, parce que quand on va faire un schéma de mobilité internationale, si on a un Allemand qui doit venir en France, ça va être assez simple de lui expliquer le bénéfice qu'il a à venir en France, puisqu'il va rester souvent pour des missions de 2, 3 ans, 4 ans dans la sécurité sociale allemande, donc il va payer moins, mais il va payer ses impôts en France, là où il vit et où il travaille, donc il va vite comprendre qu'il est dans un schéma gagnant. L'inverse, si on a ça avec un Français qui part en Allemagne, c'est complètement différent, puisque s'il reste dans la sécurité sociale française, il va payer beaucoup de charges sociales, et en Allemagne, beaucoup d'impôts. Donc la logique est complètement inversée, et donc l'accompagnement le meilleur qu'on puisse faire, c'est d'expliquer en fait et à l'entreprise et aux salariés comment les deux systèmes fonctionnent dans leur individualité, et ensuite quand on va mixer les deux systèmes,
eh bien, est-ce qu'on est dans un schéma qui est plutôt gagnant ou un schéma où, au contraire, il va falloir améliorer l'ordinaire? En fait, la particularité de mon métier, c'est qu'on n'est pas nécessairement les avocats de l'employeur contre le salarié, ce qu'on retrouve souvent comme configuration dans le droit social, le droit du travail, puisque c'est souvent en cas de litige que l'avocat intervient. En matière de mobilité internationale, il faut absolument qu'on arrive à établir la confiance des deux côtés. Et alors c'est intéressant parce que souvent, le salarié, parce qu'il est obligé de nous livrer un certain nombre d'informations très personnelles, notamment quand on travaille sur les questions de savoir où est la résidence fiscale, puisque évidemment au sein de l'Union européenne, on se retrouve très rapidement à avoir des personnes qui gardent leur famille dans un pays mais qui travaillent dans un autre, sans parler des zones frontalières. Et donc là, on est obligé d'avoir une connaissance de la situation individuelle du salarié, et ça nécessite forcément de créer un lien de confiance. Et inversement, l'employeur ne doit pas avoir l'impression qu'il va nous payer pour l'aider et qu'en fait on défend l'intérêt du salarié. Donc c'est cette espèce de balance qu'il faut absolument conserver. Si l'employeur dit bah non, vous travaillez pour l'intérêt de mon salarié, et il refuse de nous payer, et il dit c'est pas pour ça que je vous ai demandé d'intervenir. Et inversement, si le salarié a l'impression qu'on lui cache des choses ou qu'on essaye de lui faire accepter un projet qu'on n'arrive pas à justifier comme étant équilibré, là on perd la confiance du salarié qui va refuser effectivement le projet de mobilité qui est proposé par son entreprise. Il est clair que connaître l'interculturel permet justement de donner des gages de confiance à son interlocuteur. Typiquement, tout le monde sait aujourd'hui concernant la ponctualité que les Allemands considèrent que la ponctualité est une obligation et que c'est une marque de confiance, ce qui est beaucoup moins vrai dans la culture française. Il y a même des cultures comme la culture chinoise où on témoigne son respect pour son interlocuteur avec le temps qu'on va arriver avant le rendez-vous. Et donc on nous expliquait chez des partenaires chinois que quand ils faisaient du recrutement et des assessment centers, ils convoquaient les candidats à 10 heures, certains étaient là à 8 heures du matin pour montrer que vraiment ils étaient très intéressés. Alors au-delà de ce cas un peu extrême, j'aurais tendance à dire quand on est français, si on veut obtenir rapidement la confiance d'un partenaire allemand, il est évident que d'être systématiquement à l'heure à un rendez-vous, notamment sur les appels téléphoniques, appeler 1 minute avant le début de l'heure prévue, c'est mieux que d'appeler 5 minutes en retard. Il est évident que le partenaire allemand va se dire « je pars dans une bonne approche, avec un niveau de confiance élevé, si mon avocat français m'appelle à l'heure convenue pour le rendez-vous ». Évidemment, l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Je ne conseillerais pas à un Allemand d'arriver systématiquement 5 minutes en retard en espérant gagner comme ça la confiance. En revanche, l'Allemand qui appelle à l'heure au rendez-vous son partenaire français, si le partenaire français n'est pas encore là, ou on lui dit c'est dans 5 minutes, il ne faut pas non plus qu'il s'offusque forcément. Il faut qu'il comprenne que là, il y a l'interculturel. Mais on peut jouer très facilement sur l'interculturel, pas seulement sur la ponctualité, mais qui est un des exemples les plus connus, notamment dans les relations franco-allemandes.